Chers amis, nous nous dirigeons tout doucement vers la fin de nos travaux. J'invite Olivier Boudeville, notre rapporteur général, à me rejoindre pour se diriger vers la fin de nos travaux. Voilà, eh bien écoutez, plus que jamais, je crois, dans cette édition des congrès, l'équipe intellectuelle n'aurait pas été ce qu'elle est sans notre rapporteur de synthèse. Nous avons eu la chance de travailler avec Manuela Bourassin, qui est agrégée de droit, professeure à Nanterre. Manuela a fait plus que nous accompagner, je crois qu'elle fait partie intégrante de l'équipe intellectuelle. Chacun des membres de l'équipe intellectuelle peut témoigner qu'on lui doit quelque chose. Et je pense que dans ces travaux qui ont été les nôtres pendant ces 2 années, eh bien, elle a été d'une présence indéfectible à nos côtés, d'une disponibilité de tous les instants. J'ai moi-même appris beaucoup à ses côtés et j'ai aussi découvert une personne d'exception. Je demande à Manuela Bourassin de venir nous retrouver pour la synthèse de nos travaux. Bonjour, Monsieur le Président du Conseil supérieur du notariat, Mesdames et Messieurs, ici présents ou à distance, chers maîtres, chers collègues, chers étudiants, chers amis. Une invitation au voyage a été lancée par Olivier Ehrenberger lors de la présentation du 117e Congrès des notaires de France, l'an passé à Paris. Invitation à la découverte, non pas des outils et des services numériques qui ont été amplement analysés par le 113e Congrès en 2017, mais à la découverte des différents impacts du numérique sur les règles de droit. Au terme de ce voyage, il me paraît mériter les qualificatifs d'ambitieux et de fructueux. Il était ambitieux de sortir de la zone de confort des notaires. Ce n'est pas dire que la révolution digitale se soit arrêtée aux portes des offices notariaux, tant s'en faut. Le notariat est à la pointe des mutations technologiques et la figure du cybernotaire existe au-delà des recherches universitaires. Il est vrai en revanche que les règles applicables aux nouvelles technologies ne sont pas les plus familières aux notaires. Il est vrai aussi que la confrontation des domaines de prédilection du notariat, le contrat, le patrimoine, la famille, la personne aux évolutions numériques, n'avait pas encore été menée dans le cadre d'un congrès. Le thème du 117e Congrès des notaires est aussi vaste que son dessein est essentiel: explorer le monde numérique à la lumière des règles de droit et au service de l'homme. Voyage ambitieux, donc, et finalement fructueux pour l'équipe du Congrès. Ce voyage a été enrichissant humainement. Vous voyez, j'en suis tout émue. Je pourrais livrer 316 anecdotes de cette aventure, qui, de Paris à Nice, en passant par Saint-Rémy-de-Provence, Lyon ou Romainville, a fait naître ou se renforcer des amitiés. Pour l'ensemble de la communauté juridique, le voyage est également fructueux car les travaux du 117e Congrès des notaires de France contribueront à l'appropriation du monde numérique. Le rapport paru cet été favorisera, à n'en pas douter, la connaissance et la compréhension des règles de droits applicables à la personne, au patrimoine et au contrat dans le monde numérique. Les propositions du Congrès
présentées depuis hier et largement plébiscitées par la profession, convaincront quant à elles certainement des valeurs humanistes à privilégier et des règles du droit commun à mobiliser ou moderniser pour une conquête du numérique pour l'homme et par le droit. À l'heure de la synthèse des travaux du Congrès, il me paraît important de mettre en exergue les deux temps forts de ce voyage, c'est-à-dire l'exploration juridique du monde numérique, à laquelle s'est livrée l'équipe du Congrès pendant 2 ans et dont témoigne son rapport, puis l'appropriation juridique du monde numérique, que concrétisent les propositions et les choix du Congrès. Autrement dit, un périple suivi d'une conquête. Commençons par le périple, l'exploration juridique du monde numérique. En moins de 20 ans, le numérique a investi toutes les strates de la vie humaine, au point qu'il est désormais habituel de l'envisager non plus seulement comme un ensemble d'outils informatiques, de techniques de l'information et de la communication, ou encore de données représentées par des nombres, mais bien plutôt comme un monde à part entière. Le numérique est devenu la texture de notre réel, un fait social total. Certes, ce n'est pas la première fois dans l'histoire que des innovations technologiques modifient le quotidien des individus et la vie en société. Mais par comparaison notamment avec la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle, la révolution digitale actuelle emporte des bouleversements sans doute plus intenses et parfois même inédits sur les plans anthropologiques, sociologiques, politiques et juridiques. Ainsi, l'exploration du monde numérique n'est pas un voyage ordinaire et paisible, non. Il s'agit plutôt d'un périple, un périple déroutant et périlleux, non seulement en raison du déracinement que provoque le monde numérique, mais également des défis auxquels il confronte l'homo juridicus en particulier et l'homme en général. Envisageons d'abord le déracinement. Le déracinement tient au fait que le numérique déstabilise tant l'homme que le droit en raison de 2 caractéristiques distinctives que l'exploration menée par le Congrès a permis de mettre au jour, à savoir l'ambiguïté du monde numérique et son hostilité. S'agissant de l'ambiguïté, elle procède tout autant d'un manque de netteté que d'une profonde dualité. Manque de netteté, car dans le monde numérique, diverses frontières sont effacées. L'abolition des frontières géographiques est une conséquence notoire des réseaux et des clouds numériques, sans toutefois que la mondialisation ne soit un effet propre aux nouvelles technologies. D'autres effacements de frontières sont plus originaux et sans doute plus déstabilisants pour les individus. De fait, le numérique dilue la frontière entre vie publique, vie privée, vie professionnelle, entre le réel et le virtuel, et même entre les hommes et les choses. Chaque fois que les individus sont appréhendés au travers de leurs données, de leurs profils, et au gré de leur accompagnement, voire de leur remplacement, par des robots animés par une intelligence artificielle. Le rapport du Congrès, qui s'est nourri des travaux des sciences humaines et sociales, expose ce qu'il y a de déroutant pour l'homme à vivre dans un monde numérique où ces diverses frontières sont de plus en plus floues. Et le rapport souligne en outre l'ambiguïté résultant de la dualité du monde numérique. Dualité, parce que les repères traditionnels du bien ou du mal, du propice ou du périlleux, du prospère ou du ruineux, ces différents repères sont difficiles à distinguer tant le numérique peut être au service du meilleur comme du pire. Certes, comme n'importe quel outil façonné par l'homme, le numérique n'est pas intrinsèquement bon ou mauvais, mais source d'opportunités ou de dangers en fonction des usages
qui en sont faits. Ainsi, comme d'autres techniques avant lui, le numérique peut tout autant favoriser l'exercice de droits fondamentaux que porter atteinte aux mêmes droits, tels la liberté d'expression. Comme les révolutions technologiques qui l'ont précédé, celle fondée sur le numérique est porteuse de promesses de richesse, en même temps que de risques de ruine, comme en atteste l'économie des plateformes ou des crypto-monnaies. Cependant, la dualité du monde numérique et son caractère déroutant pour l'homme sont sans doute plus profonds que ceux associés aux précédentes innovations technologiques, car l'ambiguïté du monde numérique mine les bases mêmes des relations humaines et sociales. En effet, dans le monde ultra connecté et constellé de plateformes de mise en relation, les personnes n'ont jamais été aussi proches les unes des autres. Mais le monde numérique crée aussi des distances en interposant des écrans entre les hommes, quand il ne remplace pas purement et simplement les relations humaines par des relations avec des machines ou entre des machines. Au niveau social, le paradoxe majeur résulte de ce que le numérique est source à la fois d'égalité et d'inégalité. L'égalité procède des algorithmes. Là où la loi du plus grand nombre efface les différences entre les hommes. Toutefois, le numérique suscite ou amplifie aussi des inégalités sociales. Une fracture s'observe entre ceux qui ont accès à Internet et qui maîtrisent les nouvelles technologies et ceux qui ne sont pas connectés et ou se trouvent frappés d'électronisme. L'ambiguïté du monde numérique, sous toutes ses formes, déstabilisante pour l'homme, transperce dans le rapport du Congrès, qui rend compte d'une seconde cause de déracinement, celle tenant à l'hostilité du monde numérique envers le droit. Pour tous les juristes qui explorent le monde numérique, son hostilité à l'encontre des règles de droit et des professionnels du droit est particulièrement déroutante car sans précédent dans l'histoire des transformations technologiques. À cet égard, la révolution digitale actuelle ne saurait être rapprochée de la révolution industrielle, qui a certes suscité de nouvelles questions juridiques, mais dont les acteurs n'ont pas recherché à mettre en cause l'ordre juridique lui-même. Au contraire, dans une logique libertarienne, les promoteurs du monde numérique, GAFAM, licornes, créateurs de blockchain particulièrement, entendent s'affranchir des pouvoirs politiques et juridiques traditionnels et construire un ordre normatif autonome. Ainsi, dans le monde numérique, hostile au droit, la normativité ne reposerait plus sur la législation, mais sur la programmation, le fameux code ISLO. Autrement dit, les codes juridiques sont cassés et remplacés par des codes informatiques. La foi dans la loi fait place au culte du chiffre. La subjectivité que la loi ménage en employant des standards tels que les notions de bonne foi ou de personne raisonnable, standards dont l'interprétation in casu est déléguée au juge, cette subjectivité juridique serait remplacée par la rationalité mathématique des algorithmes, dont l'application est purement objective, automatique et déshumanisée. De plus, dans le monde numérique, hostile au droit, la sécurité juridique et ses corollaires, l'accessibilité, l'intelligibilité de la règle de droit, seraient supplantées par la sécurité technologique. Les professions juridiques et judiciaires, garantes de l'accès au droit et de son application juste et efficace, seraient disruptées par des outils de confiance auxquels la vérité, la prévisibilité et l'infaillibilité sont associés. Le voyage dans le monde numérique provoque donc un déracinement pour les juristes et les individus plus généralement. Le périple est donc déroutant. Il est en outre périlleux car le numérique confronte l'homme, le droit
à des défis d'une particulière virulence. Les défis que l'équipe du Congrès a spécialement découverts au cours de l'exploration du monde numérique sont de deux types. D'une part, dans la mesure où le numérique, par son ambiguïté, par son hostilité, surtout défie le droit, des choix de méthode juridique s'imposent. D'autre part, l'homme étant lui-même défié par la révolution digitale qui interroge la place de l'individu dans le monde numérique, se trouve éprouvée la fonction anthropologique du droit. Arrêtons-nous quelques instants sur les défis lancés au droit, qui appellent des choix de méthode juridique, en particulier quant à la place, la nature, le contenu des règles de droit. En raison de l'hostilité du monde numérique à l'encontre de l'ordre juridique, il importe avant toute chose de déterminer le niveau de résistance du droit, et ce, en répondant à deux questions fondamentales. Faut-il du droit ? Et si oui, quel droit ? La première question, faut-il du droit, revient à se demander si l'encadrement d'une technologie et de ses applications ne doit reposer que sur des codes informatiques, sur les règles fixées par leurs initiateurs, multinationales du numérique en tête, ou si des normes juridiques fixées par les pouvoirs publics doivent s'y appliquer. Avec la seconde question, quel droit ? On retrouve des choix méthodologiques classiques, mais que la révolution digitale renouvelle, à savoir les choix entre réglementation et régulation, entre droit dur et droit souple, entre droit précurseur ou droit suiveur, entre droit commun ou droit spécial, ou encore droit national ou supranational. D'autres choix, intéressant davantage le contenu des règles de droit, sont impliqués par l'ambiguïté du monde numérique dans lequel, rappelons-le, des frontières s'effacent et où des repères manichéens s'entremêlent. Ainsi, l'évanescence de la frontière entre le réel et le virtuel soulève de nombreuses questions en termes d'équivalence ou non entre ce que l'on connaît dans le monde matériel et ce qui se développe dans le monde numérique. Il convient en effet de se demander s'il existe des similitudes, voire des identités entre des techniques et procédures traditionnelles comme une signature manuscrite, une rencontre physique entre des protagonistes, et des outils ou services numériques, signature électronique, visioconférence, et ce, en termes de bienfaits ou de risques que les uns ou les autres peuvent procurer. Autrement dit, l'ambiguïté du monde numérique sous l'angle de la dissipation de la frontière entre le réel et le virtuel pose la question de la spécificité ou de la neutralité technologique et conduit à opérer des choix entre la création d'un droit spécial, un droit du numérique, et l'application du droit commun sur le fondement de raisonnements analogiques. D'autres choix encore sont rendus nécessaires par l'ambiguïté du monde numérique vis-à-vis des repères traditionnels du bien et du mal, puisqu'on le sait, le meilleur peut côtoyer le pire sur Internet, sur les réseaux sociaux et au sein d'un même algorithme, en fonction des usages qui en sont faits. Compte tenu de cette dualité, le droit est mis au défi de concilier innovation et précaution, modernité et sécurité, autrement dit, d'encadrer sans brider les différents usages du numérique. Les décisions à cet égard, comme les autres choix de méthode juridique imposés par l'ambiguïté et l'hostilité du numérique, dépendent étroitement du positionnement du droit envers les défis que le numérique lance à l'homme. C'est sur ces défis qui mettent en cause la fonction anthropologique du droit que je terminerai le récit de l'exploration du monde numérique. Ce voyage permet de découvrir de formidables opportunités, autant que de redoutables écueils.
De fait, les nouvelles technologies peuvent améliorer notamment les connaissances, les conditions de travail, les richesses des individus. Les nouvelles technologies peuvent renforcer les relations et la solidarité humaine et sociale, et encore conforter la citoyenneté ou des droits humains fondamentaux. Le numérique est alors, pour reprendre un terme sociologique, capacitant. Mais le numérique peut être aussi clivant sur les plans économiques et sociaux et asservissant si l'humain devient l'assistant des outils numériques, particulièrement via les données personnelles qui nourrissent les algorithmes et permettent aux logiciels, aux robots d'apprendre de l'humain pour gagner eux-mêmes en autonomie et mieux assujettir l'homme, voire s'y substituer. La place, si ce n'est l'avenir de l'homme, dans la société révolutionnée par le numérique est donc éprouvée. Face aux défis essentiels et même existentiels lancés par les nouvelles technologies, il n'est pas question pour le droit de déserter le monde numérique, mais bien de l'occuper, afin de le rendre vivable et durable pour l'homme, en fixant des directions et des limites. Cette fonction anthropologique du droit est à l'œuvre depuis le début de la révolution digitale, qui ne s'est pas traduite par le grand soir du numérique. On le sait, le nouveau monde immatériel n'est pas une zone de non-droit, gouvernée par les seuls codes informatiques et les oligarchies numériques. Non. L'encadrement du numérique par les législateurs nationaux et supranationaux, par des autorités de régulation et également par les juges, a débuté il y a une vingtaine d'années et s'intensifie au gré de l'accélération des innovations technologiques et de la multiplication de leurs usages. Les textes et jurisprudences dont il s'agit concrétisent la fonction d'interposition du droit entre l'homme et ses outils. Et ils révèlent les choix de méthodes et de politiques juridiques d'ores et déjà opérés en réaction aux défis lancés par le numérique. Tout ce corpus juridique applicable aux nouvelles technologies rend manifeste la conquête du monde numérique par le droit. Voici le second temps du voyage, celui de l'appropriation juridique du monde numérique. L'appropriation juridique du monde numérique, entamée à l'aube du XXIe siècle, reçoit depuis quotidiennement des traductions dans les diverses sources et branches du droit. La présente synthèse ne saurait être l'occasion d'une rétrospective de cette appropriation. Pour tout ce qui concerne la personne, le citoyen, le patrimoine, le contrat, je ne peux que renvoyer au rapport du Congrès qui en dresse un état des lieux très précis. Comme l'a fait l'équipe du Congrès dans la seconde partie de son voyage, il importe d'envisager la conquête du monde numérique de manière prospective. En effet, la révolution digitale est loin d'être achevée. Comme l'a expliqué Alan Turing, le père de l'informatique, le numérique est une enfance sans fin. Il importe dès lors de réfléchir sans relâche à l'appropriation juridique du monde numérique pour l'avenir. Dans ce dessein, le 117e Congrès des notaires a opéré des choix et développé des propositions dont je souhaite mettre en avant les lignes de force quant aux valeurs à privilégier et aux règles de droit à mobiliser. Pour résumer, je dirais que dans la conquête du monde numérique proposée par le Congrès, l'humanisme juridique constitue la boussole et les ressources nécessaires sont fournies par le droit commun. D'abord, la boussole. Dans le monde numérique, où les frontières et repères habituels sont difficiles à distinguer, nous avons observé que de multiples choix de méthodes
doivent être opérés quant à la place, la nature, la portée, le contenu des règles de droit. Mais alors, comment orienter ces choix? Le droit, dans son rôle de pilote de la conquête du monde numérique, doit être guidé par des valeurs. L'humanisme est celle défendue par tous ceux qui reconnaissent au droit une fonction anthropologique. L'humanisme juridique est ainsi la boussole ayant aiguillé le Congrès. L'intitulé même du Congrès, dans lequel l'homme occupe une place centrale, laisse présager de la primauté de l'homme sur le numérique. Et les propositions du Congrès confirment cette orientation vers un numérique à visage humain, un numérique sur lequel l'homme garde la main. Avec l'humanisme comme boussole, deux voies ont été empruntées par le Congrès. Celle du renforcement de la protection des sujets de droit et celle du renouvellement de la confiance dans les professionnels du droit. Dans l'optique de renforcer la protection des sujets de droit dans le monde numérique, le Congrès préconise tout autant de borner la révolution digitale que de l'accompagner. Avant de rappeler les propositions à adopter dans ces deux directions, il importe de souligner qu'il n'y a aucune contradiction à vouloir de la sorte réfréner le passage au tout numérique et par ailleurs, au sein d'une même proposition, reconnaître, voire promouvoir certaines technologies et leurs applications. En effet, des réponses juridiques nuancées sont imposées par la dualité même du monde numérique. En outre, la cohérence provient de ce que tous les choix en question sont guidés par le même objectif, celui de la promotion d'un numérique au service de l'homme. Cette boussole a conduit le Congrès à délaisser la voie du tout numérique en matière de testament privé. Parce qu'un testament privé rédigé sur un ordinateur, par SMS, sur un support audio ou vidéo, pourrait susciter davantage de contestation qu'un testament holographe, en particulier quant à l'identité et quant à la densité des dernières volontés. Le choix a été fait de ne pas retenir la neutralité technologique à titre de principe, mais d'admettre le recours à tout type de support pour le testament privé en cas de circonstances exceptionnelles, empêchant de tester dans les formes ordinaires, holographes ou authentiques. Cette proposition, portée par la deuxième commission, illustre fort bien la maîtrise que le droit doit conserver face au développement des outils numériques, maîtrise par leur reconnaissance raisonnée, fonction des besoins qu'ils peuvent satisfaire et des risques qu'ils peuvent occasionner, le tout par comparaison avec des alternatives traditionnelles. D'autres propositions du Congrès réalisent cette indispensable et subtile conciliation entre la sécurisation des opportunités digitales et l'encadrement des usages numériques les plus dangereux. Je fais référence aux propositions relatives à l'accompagnement des personnes les plus vulnérables dans le monde numérique. La première commission a proposé de créer, dans le régime primaire des mesures de protection des majeurs, un article consacrant le maintien aussi longtemps que possible de l'accès du majeur protégé aux outils permettant d'utiliser le réseau Internet. Mais cet article donnerait néanmoins la possibilité au conseil de famille ou au juge de restreindre l'accès à Internet dans l'intérêt de la personne protégée, par exemple pour éviter le dévoilement de ses données personnelles ou une atteinte au droit à l'image. Cet article montre très bien que pour renforcer la protection des personnes les plus vulnérables dans le monde numérique, il ne faut pas les en extraire, mais bien plutôt y conforter leurs droits pour qu'ils en retirent le meilleur et qu'ils en évitent le pire. La même logique innerve
Les propositions du Congrès qui, à l'égard cette fois de l'ensemble des sujets de droit, promeuvent l'humanisme par davantage de maîtrise, de sécurité et d'intégration des individus dans le monde numérique. Davantage de maîtrise, maîtrise surtout sur les matières premières du monde numérique que sont les données personnelles. La première commission a dénoncé avec rigueur et justesse le contrôle aujourd'hui insuffisant de ces données par les personnes concernées, spécialement quant au devenir des données après la mort biologique. En vue d'y remédier, le Congrès propose une réécriture des textes issus non pas du RGPD, mais de la loi de 2016 pour une République numérique, texte relatif au sort des données personnelles post-mortem. Réforme proposée qui faciliterait la rédaction de directives anticipées et rendrait plus effectifs les droits des héritiers et délégataires saisis sur ces données dans le cadre de la succession de la personne concernée. L'accompagnement de la révolution digitale au service de l'homme exige ensuite davantage de sécurité. Sécurité en particulier dans l'utilisation des services numériques en ligne qui requièrent de s'identifier, voire de signer à distance. Plusieurs propositions relatives à l'identité numérique ont été adoptées en ce sens. Celle développée par la première commission concerne le perfectionnement de la nouvelle carte nationale d'identité électronique par l'incrémentation de certificats d'identité numérique ou de signature dotés du plus haut niveau de sécurité au sens du règlement IDAS, ce qui réduirait la circulation des copies de titres d'identité et les risques d'usurpation d'identité actuels. Dans l'attente de telles améliorations de la CNIE, l'identification en ligne et les signatures électroniques simples et avancées pourraient être sécurisées, et ce en rendant obligatoire l'adjonction d'un fichier de preuve dont les caractéristiques techniques et les vertus pratiques ont été clairement exposées ce matin par la troisième commission. Enfin, pour que l'homme soit au centre du monde numérique, pour que tous les citoyens puissent accomplir les quelques 212 démarches administratives aujourd'hui dématérialisées, pour que les progrès nés de la révolution digitale profitent à tous, il est primordial que le droit lutte contre l'exclusion numérique et garantisse la participation de tous les individus à la société dématérialisée. C'est dans cette logique humaniste que la première commission a proposé de rendre insaisissable un ordinateur, une tablette ou un ordiphone s'avérant indispensable pour accéder à Internet. Et plus généralement, il est proposé d'ériger le droit d'accès à Internet en droit fondamental autonome, c'est-à-dire distinct de la liberté d'expression et de communication auquel il est aujourd'hui rattaché, ce qui en étendrait la portée. Fondamentaliser le droit d'accès à Internet ferait peser sur les autorités publiques l'obligation de le rendre effectif, ce qui donnerait de la cohérence au choix politique des pouvoirs publics de reconnaître une équivalence entre les mondes matériels et numériques. Les résultats des votes d'hier et de ce matin ont confirmé la pertinence de l'ensemble de ces propositions protectrices des sujets de droit guidés par l'humanisme. Avec cette boussole tournée vers l'humanisme, d'autres choix ont été réalisés pour conforter la place dans le monde numérique des femmes et des hommes de loi. La confiance renouvelée dans les professionnels du droit est le second aspect de l'humanisme juridique défendu par le Congrès. Ce renouvellement revêt deux sens qui répondent aux caractéristiques distinctives du monde numérique et aux besoins d'humanité et de sécurité qu'il suscite. D'une part, renouveler la confiance dans les professionnels du droit, c'est la réaffirmer et même la raviver.
en réaction à l'hostilité du monde numérique envers le droit, envers plus précisément les garants traditionnels de la sécurité juridique que sont les juges, les avocats, les huissiers, les notaires. Il s'agit de s'opposer à l'évincement de ces professionnels par des outils numériques dont la fiabilité est avant tout technique, et de promouvoir à l'inverse les contrôles humains des faits et du droit, opérés avec empathie et discernement, déontologie et éthique, et ce de manière approfondie et personnalisée. Ainsi entendu, le renouvellement de la confiance dans les professionnels du droit implique de ne pas consacrer l'équivalence entre les missions qu'ils accomplissent et certaines applications digitales qui prétendent les concurrencer, voire les remplacer, alors qu'elles n'apportent pas la même sécurité juridique. Dans cet esprit, le Congrès a été l'occasion de rappeler que la certification de la date et de l'empreinte d'un document par une blockchain ne saurait être assimilée à des fins probatoires à l'authentification par un officier public. La blockchain ne saurait non plus se substituer au contrôle des différents professionnels du droit qui assoient aujourd'hui la sécurité dans notre système de publicité foncière. Renouveler la confiance dans les professionnels du droit, au sens de la raviver, justifie par ailleurs de tirer les conséquences de la sécurité que procurent les contrôles qu'ils effectuent pour faciliter leur intervention et en renforcer les effets. Ainsi, la deuxième et la troisième commission ont développé des propositions qui redonnent de la vigueur aux missions traditionnelles des officiers publics, qui font grandir le rôle de l'officier public, pour reprendre les termes du président Ambrosiano. Propositions portées non par corporatisme, mais pour conforter la sécurité juridique au bénéfice des sujets de droit eux-mêmes. Ces propositions sont celles de la deuxième commission d'assouplir le testament authentique, qui pourrait être reçu par un notaire seul, sans témoin. La confiance dans les contrôles opérés par l'officier public justifie également d'étendre le champ de l'instrumentation en visioconférence au-delà de la seule procuration notariée, et ce, en direction de l'ensemble des actes notariés. Cette confiance sous-tend encore la proposition relative à la certification d'une signature manuscrite par un officier public qui mériterait d'être dotée de la même présomption de fiabilité que la signature électronique qualifiée. Renouveler la confiance dans les professionnels du droit, c'est d'autre part la faire évoluer. La faire évoluer dans le monde numérique en tenant compte de la dualité de celui-ci. Parce que les techniques numériques emportent des menaces, mais qu'elles offrent aussi de formidables opportunités. Les professionnels du droit doivent assumer de nouveaux rôles et s'emparer de nouveaux outils numériques pour mieux éviter ces dangers et mieux saisir ces opportunités, et cela encore au bénéfice de toutes les personnes qu'ils accompagnent. Dans chacune des commissions, de telles évolutions des missions des professionnels du droit ont été suggérées, comme le recueil des directives anticipées sur le sort des données personnelles post-mortem, comme le recensement des actifs numériques dans un bilan patrimonial numérique, comme la conservation de clés et de codes permettant d'accéder à des données ou actifs numériques dans des coffres-forts électroniques, ou encore la fonction d'oracle, afin de sécuriser juridiquement les informations à l'entrée et à la sortie d'une blockchain. Il est en outre proposé de faire évoluer le format des annexes des actes authentiques électroniques pour qu'ils puissent s'enrichir de contenus numériques complexes, n'ayant pas d'équivalent au format papier, tout en respectant les exigences de l'authenticité et d'une conservation de la volonté des parties fiable et pérenne. Les propositions du Congrès relatives à la confiance renouvelée dans les professionnels du droit
et en la protection renforcée des sujets de droit, concrétise donc l'humanisme juridique, qui semble la meilleure des boussoles pour conquérir le monde numérique. Dans les travaux du Congrès, l'appropriation du monde numérique présente un second trait saillant, tenant aux ressources nécessaires pour mener à bien cette conquête. Je terminerai le voyage par l'exploitation des ressources du droit commun. Des questions juridiques fondamentales résultent, nous l'avons rappelé, des défis que le monde numérique lance au droit. Notamment la question « quel droit ?» pour encadrer les nouvelles technologies amène à s'interroger sur le recours au droit commun ou à l'adoption de textes spécifiques au numérique. Sans ignorer l'utilité des réglementations spéciales, qu'elles soient nationales et plus encore européennes ou internationales, l'équipe du Congrès a démontré l'intérêt de se tourner vers le droit commun, en l'occurrence le droit civil, lorsque de nouveaux usages numériques imposent d'opérer des choix relatifs à la famille, à la propriété ou au contrat. L'intérêt du droit commun est alors révélé tant par la rénovation du Code civil que par la civilisation du monde numérique. Concernant la rénovation du Code civil, 2 propositions du Congrès portées ce matin par la 3e commission illustrent les avantages à retirer d'une analogie légale entre certaines applications technologiques et certains mécanismes du droit commun. Je fais bien sûr référence à la proposition visant à reconnaître dans l'article 1369 du Code civil l'équivalence entre la réception d'un acte authentique à distance et la réception corps présent. Il s'agit par ailleurs de la proposition de modification de l'article 1342 du Code civil pour y préciser que l'exécution d'une prestation due peut être automatisée par un protocole informatique, autrement dit pour rapprocher dans le Code civil le smart contract du paiement. Reconnaître de telles équivalences entre le monde numérique et le monde matériel procure 2 avantages classiquement associés à l'analogie. D'une part, l'avantage de l'équité, qui commande de traiter semblablement des choses semblables. Or, la 3e commission a parfaitement établi cette similitude au sujet de l'instrumentation d'un acte authentique en distanciel ou en présence, ou encore au sujet de l'exécution volontaire des obligations, fût-elle rendue automatique par un algorithme. Avantage d'autre part de la sécurité, car l'analogie permet de soumettre les choses rapprochées à des règles communes, bien connues, en l'occurrence les exigences de l'authenticité ou le régime du paiement. Ces avantages se trouvent renforcés lorsque l'analogie n'est pas seulement utilisée comme un procédé herméneutique, mais comme un procédé législatif, c'est-à-dire lorsqu'une équivalence est reconnue entre le numérique et le réel, pas seulement par des interprètes, mais par le législateur lui-même. Rénover le Code civil en recourant de la sorte à l'analogie légale présente une autre vertu encore, celle de mettre en exergue l'adaptation du droit commun au monde numérique. L'écrin du droit commun, qu'est le Code civil, doit refléter les évolutions majeures de la société qui mettent en cause la famille, la propriété ou le contrat, à défaut de quoi il risque de perdre ses dimensions symboliques et politiques. Ainsi, le Code civil doit contenir la révolution digitale, c'est-à-dire l'inclure autant que l'enclore, afin de ne pas devenir obsolète et rendre au contraire ostensible l'appropriation juridique du monde numérique. Cette conquête passe donc par la rénovation réfléchie de quelques articles du Code civil et elle implique enfin de tirer profit des ressources du droit commun.
d'ores et déjà présente dans le droit civil, en valorisant le raisonnement humain, ce que je qualifie de civilisation du monde numérique. La civilisation du monde numérique, par l'exploitation des richesses du droit civil, offre un intérêt majeur aux fins de répondre aux questions que soulèvent les nouveaux outils et usages numériques. En effet, alors que le droit spécial met du temps à être adopté et qu'il court en quelque sorte derrière la machine, le droit commun est immédiatement opérationnel pour sécuriser les applications digitales émergentes, pour en favoriser les opportunités ou en déjouer les méfaits. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'opérer des réformes législatives chaque fois que le numérique prend de nouvelles expressions, d'autant que la tendance est à l'accélération des pratiques digitales. Dans la logique de civilisation du monde numérique par l'application du droit civil, par l'exploitation des richesses du droit civil, l'équipe du Congrès a notamment choisi, pour apporter des réponses concrètes aux problèmes posés par le développement des cryptoactifs dans le patrimoine des particuliers et des entreprises, de ne pas proposer de réforme du droit des régimes matrimoniaux, du droit des successions ou du droit des sûretés. Non. Mais de mettre au jour plutôt, dans le rapport, comme dans les cas pratiques présentés hier par la deuxième commission, l'arsenal des notions, des mécanismes et des règles du droit civil qui peuvent d'ores et déjà être mobilisés aujourd'hui pour apporter des réponses aux questions intéressant le patrimoine et plus exactement les composantes numériques du patrimoine. Civiliser le monde numérique en tirant ainsi le meilleur parti du droit commun exige de s'appuyer sur le raisonnement humain, car le droit civil qu'il s'agit ainsi d'appliquer n'a pas été écrit pour l'essentiel en considération des applications technologiques en cause. Le droit commun ne fournit pas des solutions prêtes à l'emploi qui pourraient être aisément traduites en langage informatique. L'application du droit commun à des hypothèses pour lesquelles il n'a pas été conçu ne se prête pas à l'algorithmisation et ne saurait dès lors être effectuée par une intelligence artificielle. L'application du droit commun appelle un raisonnement juridique humain, qui certes, à certains égards, parce qu'il repose sur des techniques et des méthodes qui ressemblent à celles des sciences informatiques ou mathématiques comme le syllogisme, pourrait laisser penser qu'il pourrait être automatisé. Mais en réalité, ce raisonnement juridique humain nécessite également, et sans doute surtout, que les juristes déploient des talents d'interprétation, de qualification, de contextualisation, d'anticipation ou encore d'innovation, autant de talents dont n'est pas dotée l'intelligence artificielle. La civilisation du monde numérique implique donc l'intelligence humaine. Et c'est sur ces derniers mots qu'il me tient à cœur de rendre un ultime hommage au Congrès et à son équipe plus particulièrement, dont le voyage dans le monde numérique, au temps du périple comme de la conquête, a toujours porté le sceau de l'intelligence humaine. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Madame la professeure, chère Manuela, pour tout ce que tu as dit et pour ton accompagnement au cours de ces 2 années. Nous continuons, je vous propose de continuer par un petit échange avec Monsieur Gilles Babinet qui doit être en liaison normalement. Monsieur Babinet est l'un des 2 coprésidents du Conseil national du numérique. C'est un organe nommé par le Premier ministre, placé auprès du ministre chargé de la transition numérique. Monsieur Babinet, est-ce que vous nous entendez ?
Je vous entends parfaitement bien. Je vous Merci. entends très très bien. Merci beaucoup. Nous vous avons fait porter nos propositions qui ont été votées au cours de ces 3 jours et je voulais savoir si certaines d'entre elles appelaient une réaction de votre part. Oui, écoutez, d'abord, je viens d'écouter avec beaucoup d'attention Manuela Bourassin. J'ai trouvé son plaidoyer, si je peux l'appeler ainsi, vraiment fantastique et parfaitement dans l'esprit de tout ce que j'ai pu apprendre des travaux que menaient les notaires. J'ai lu évidemment vos propositions avec beaucoup d'attention et je dois vous dire que je les ai trouvées remarquables. Je les ai trouvées remarquables parce que à la fois, je trouve que vous faites mentir vraiment l'idée que les professions réglementées seraient en retard sur la transformation numérique. Je pense qu'elle démontre au contraire que vous avez une maturité dans la compréhension de ces enjeux qui est à l'avant-garde de ce qu'il en est. Et puis au-delà de ça, ça vous permet d'emmener réellement votre profession. Je pense que ça n'est pas anodin d'observer que vous avez été l'une des premières professions, au-delà de celles qui sont réglementées d'ailleurs, à adopter le cloud, je crois, depuis 2005. Et donc, d'une façon générale, je trouve que cette forme d'exercice, de réflexion que, semble-t-il, vous menez tous les ans est tout à fait salutaire et doit participer à cette dynamique d'ensemble de votre profession. On compte sur vous pour nous aider à les porter auprès des pouvoirs publics, en particulier auprès de Monsieur O. Oui, alors écoutez, effectivement, vous m'aviez demandé de relayer ces propositions auprès de Cédrico. J'ai commencé à le faire et je vous assure que je continuerai à le faire, d'autant plus que, si vous voulez, elles sont extrêmement conformes, elles sont tout à fait parallèles aux travaux que nous menons au sein du Conseil national du numérique. J'observe que vous avez choisi d'avoir quelques grands thèmes, notamment la protection de la personne et du citoyen, et vous vous inscrivez, je pense, dans une réflexion d'ensemble à l'égard de ce premier thème, initié par l'ONU au départ, qui a voulu faire effectivement de l'Internet un droit fondamental. Et encore récemment, il y avait une réflexion au Sénat sur ce sujet. Comment est-ce qu'on peut accroître cette notion de droit fondamental? Et je trouve que vos observations, vous qui êtes évidemment confrontés à des cas extrêmement variés et qui sont vraiment le vécu, on va dire, de la société française, font beaucoup de sens. Le fait de faire en sorte qu'on ne trouve pas la ligne d'Internet qui représente un lien essentiel d'inclusion dans la société. Donc je crois que c'est quelque chose qui mérite, en tout cas, d'être sérieusement débattu. Et puis, tout ce qui est la façon dont on permet aux gens qui sont, par exemple, sous curatelle, d'accéder à Internet, comment est-ce qu'on administre ça? Effectivement, ce sont des zones qui, pour le moment, sont grises, ne sont pas traitées. Donc, là également, je salue finalement l'intelligence et l'humanité de vos travaux. Oui, monsieur Babinet, je comprends à vos propos que vous pensez que dans cette dématérialisation qui s'installe, les professionnels du droit et les notaires en particulier peuvent continuer à être vecteurs de confiance et de sécurité. Mais finalement, quels seraient les points de vigilance à observer pour nos professions dans cet avenir? Qu'est-ce que vous pensez dans la prospective de nos professions pouvoir nous conseiller dans cette garantie que nous devons donner? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai envie de vous dire, restez comme vous êtes. C'est-à-dire que, Très bien. vous savez, moi, je suis confronté à de très nombreux secteurs professionnels, et donc j'ai un accès d'une certaine façon à toute la variété du niveau de compréhension de ce fait quasi anthropologique qu'est le numérique par ces différentes professions. Et je ne veux pas sembler manier la flagornerie, mais je vous assure que vous avez une très bonne maîtrise de ces sujets. Par exemple, la réflexion que vous avez sur les smart contracts, elle est totalement d'actualité. Elle est réellement d'actualité. Et je peux vous dire que je ne suis pas toujours très à l'aise lorsque je vois un certain nombre de débats qui ont lieu sur la machine qui propulse ces smart contracts qui sont les blockchains. On dit souvent, voilà, les blockchains, ça va changer le monde. Non, ça va changer le monde si on leur trouve des points d'appui
Et ce point d'appui, c'est effectivement la façon dont on peut mettre en œuvre le contrat. Et je le dis assez souvent, le propre du monde dans lequel on vient, c'est de trouver un juste équilibre entre l'innovation et la régulation. Et donc vous êtes vraiment au cœur de cette réflexion, vous êtes baigné d'innovation parce que votre profession peut se dématérialiser, elle s'est déjà largement dématérialisée, et ça n'est pas ce que moi j'appelle une dématérialisation isométrique, c'est un changement du geste, de l'action et des incidences que ça peut avoir sur la société. Et vous avez tout à fait bien perçu ça lorsque vous évoquez vos travaux sur l'acte authentique, et vous pensez à qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la façon dont on travaille et sur les services que l'on peut rendre finalement à tout un chacun. Donc c'est vraiment comme ça en fait, vous êtes d'une certaine façon des designers. C'est-à-dire que vous ne pensez pas par la technologie, vous pensez par l'usage. Et c'est quelque chose que moi, je ne cesse de répéter. Et malheureusement, pas toujours avec beaucoup de succès. Donc, chez vous, ce n'est pas le cas, puisque, encore une fois, les travaux que j'observe sont totalement dans cette veine. Merci beaucoup, Merci Monsieur beaucoup, Babinet, Monsieur Babinet. pour cet échange. Et puis peut-être à bientôt. Oui, merci et bravo encore une fois pour vos travaux. Voilà, chers amis, c'est pas encore tout à fait terminé. Notre congrès continue encore un petit peu jusque cet après-midi. Mais comme vous le savez, nous approchons de la fin. Et quand un congrès commence à baisser un peu le rideau, eh bien un autre monte sur la scène. Et j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Delessal, président du 118e congrès, sous vos applaudissements. Cher Thierry, bienvenue à bord. Je suis très content de te retrouver, parce que pour la petite histoire, il faut que vous sachiez que j'étais son rapporteur, il était mon président, enfin on était jeunes, en 2001 pour le congrès de 2003 à Deauville. Voilà, je te laisse la place pour que tu nous présentes ton congrès. Et la première fois qu'on a bossé ensemble, c'était pas le congrès, c'était l'université régionale. Ah oui, mais ça c'est encore plus vieux. La première juste après la loi SRU. Exactement. Donc c'est une longue histoire avec Je te Olivier. laisse présenter ton congrès. Vous avez vu, pour beaucoup de Français, l'avenir n'est plus une source d'espérance, mais un motif d'inquiétude. Près de 80% d'entre eux considèrent que leurs enfants seront moins heureux qu'ils ne l'ont été. Et les Français semblent parfois frappés par la peur d'agir. Près de 20 millions d'entre eux rêvent de créer leur entreprise. Mais ils ne sont que 200 000 à franchir le pas chaque année. Si 2 Français sur 3 vivent en couple, ils sont de plus en plus nombreux à vivre en union libre, sans Pacs, ni contrat de mariage. Ils sont des millions à rêver de projets immobiliers, mais peu nombreux à réaliser ce rêve. Et seulement 26% des Français déclarent avoir préparé leur succession ou la transmission de leur entreprise. Et si on arrêtait de redouter l'avenir pour simplement l'anticiper ? La 118e édition du Congrès des notaires de France aura lieu à Marseille en 2022. Elle aura pour thème l'ingénierie notariale. C'est-à-dire la capacité du notaire à prévenir les risques pour garantir à chacun une vie et un avenir plus serein. Pourquoi ? Parce que l'ingénierie notariale n'a pas d'équivalent. Parce que le notaire écoute. Et parce que son expertise couvre le droit de la famille, le droit de l'entreprise, le droit de l'immobilier, il est en capacité d'imaginer des solutions pour prévenir et écarter le risque judiciaire. Dans un monde incertain, les Français expriment un besoin de respect, de sécurité et de protection. Chez eux, dans leur famille, dans leur vie professionnelle. Et ces besoins exigent aujourd'hui des réponses nouvelles. Pour cette raison, le 118e congrès s'est lancé dans un inventaire attentif et exigeant des sources de contentieux les plus fréquentes. Pour mieux les comprendre et pour les limiter. En 2022, à Marseille, c'est tout le notariat qui sera invité à réfléchir et à proposer de nouveaux outils dans 3 domaines. Le droit de l'immobilier tout d'abord, parce que le logement reste l'investissement le plus important de nos concitoyens. Il est indispensable de le sécuriser. Le 118e congrès proposera un contrat immobilier plus protecteur et de nouveaux dispositifs juridiques. Pour combattre la crise du logement. Et le défi plus récent du réchauffement climatique. Le droit de l'entreprise ensuite, parce que l'ingénierie notariale permet d'accompagner les entrepreneurs à toutes les étapes de la vie de l'entreprise. La création, la consolidation, la diversification, la transformation, la transmission. Et parce que l'entreprise évolue, le 118e congrès proposera des formes de société plus adaptées. Et de nouveaux process pour sécuriser et pacifier les mutations. Le droit des familles enfin. Des familles qui, plus que jamais, ont besoin d'anticipation et de conseils pour éviter les conflits. Là aussi, des réformes sont possibles.
y compris de nouvelles formes de contrats pour le couple, capables d'éviter des procédures judiciaires souvent douloureuses. Au cours de sa longue histoire, le Congrès des notaires a été un creuset de l'innovation juridique. Plus de 100 textes de loi sont directement issus de ces travaux. Alors, plus que jamais, le 118e Congrès veut être un moment exceptionnel de réflexion, de formation et de cohésion pour proposer des solutions qui permettront demain de construire une société plus juste, plus solidaire et plus apaisée. Au cœur de la mission du notaire, au cœur de la vie des gens. Bien, vous avez vu, depuis 2 jours, vous avez pris conscience, si besoin était, de l'importance de cette révolution numérique sur notre métier de demain. Et ça, c'est grâce à mon ami Olivier et à sa formidable équipe que vraiment qui force le respect, mon admiration. Vous ne vous rendez pas compte ce qu'ils ont pu vivre depuis plus de 2 ans. Une équipe de congrès, c'est 2 ans de travail, mais là, c'était encore un petit peu plus. Ils ont traversé la pandémie, je crois qu'on ne le dira jamais assez, et ils ont souffert, ils ont surmonté tous les obstacles, et vraiment, bravo, chapeau. Alors, face à ce défi numérique, je me suis dit qu'il était important que le Congrès des notaires se consacre à notre véritable valeur ajoutée aujourd'hui, qui jusqu'à présent n'était pas forcément rémunéré, c'est le conseil. Alors on a déjà eu pas mal de congrès là-dessus, mais je me suis dit qu'il était important aujourd'hui d'axer nos recherches autour du conseil, mais d'une certaine manière, alors ça va faire plaisir à Manuela Burassa, avec un certain humanisme, en essayant d'anticiper, et d'anticiper, en fait, c'est ce que vous faites toute la journée pour vos clients, en réalité, quand vous en avez le temps. Malheureusement, vous n'avez pas toujours le temps, avec ces 1 200 000 ventes que nous allons annoncer bientôt, sur 1 an. Et l'idée, c'est de vraiment se concentrer sur la pertinence du conseil en anticipant. Voilà, donc cette particularité, l'équipe s'y est consacrée avec l'idée de, contrairement à pas mal de congrès, de vraiment se focaliser d'abord sur des propositions. Parce que vous savez que peut-être ou pas, pour ceux qui ont déjà participé à des équipes de congrès, qu'on prend une matière, on la fore, et puis après, on se dit, tiens, quelle proposition on va faire? Bon, j'exagère un petit peu le trait. Là, l'idée, c'était vraiment d'avoir les propositions en tête et ensuite d'écrire l'ouvrage. Et d'avoir un ouvrage très pratico-pratique, parce que je veux que cet ouvrage soit vraiment sur les bureaux des collaborateurs, aussi bien que les vôtres, et qui ne traîne pas dans la bibliothèque. Donc vous allez avoir des cas pratiques, vous allez avoir des questions-réponses, et beaucoup d'interactions justement entre ces propositions et l'ouvrage. Voilà. Alors, eh bien, qui a toutes ces idées? Vous les avez vues? Et là, pour ceux qui sont présents, parce qu'il y a encore des congressistes en digital, vous allez avoir la chance de les avoir en chair et en os. Donc j'appelle mon équipe, à commencer par le vice-président, Laurent Rose, à Nice, suivi des 2 communicants, Grégoire Mitry, tu peux te lever, à Nantes, Carole Houillon, à Nancy, notre commissaire général à Marseille, puisque vous avez noté que c'est à Marseille, Frédéric Strett. Alors après, vous avez ce qu'on appelle l'équipe intellectuelle, à commencer par son chef, Alexandre Turel, à Lyon. La première commission, vous avez noté que c'était une commission sur l'immobilier, avec son président, Olivier Vallard, à Paris. Et ces 2 rapporteurs, Aude Pasquet-Mignot, à Paris, et Romain Hillier à Bordeaux.
La deuxième commission sur l'entreprise, on ne fait pas assez de congrès sur l'entreprise, a commencé par son président, Frédéric Aumont, et ses deux rapporteurs, Sophie Thibert-Balamant et à Paris. Oui, Frédéric Aumont est à Lyon, j'ai oublié. Et Hubert Rose à Roubaix, avec toute la France est représentée. La troisième commission sur la famille, avec son président Sébastien Collet à Laval, et ses deux rapporteurs, Marion Girard-Cabois à Annecy et Marjorie Grand à Reims. Et enfin, notre rapporteur de synthèse brillantissime, est-il besoin de le dire, Charles Gisberg à Paris. Voilà, alors cette équipe, un peu comme le 117e et le 116e, depuis un an, se réunit dans la quasi-clandestinité, travaille sur cette question, et elle a vraiment pour ambition de vous faire réfléchir sur ce thème de l'ingénierie notariale. Et vous vous demandez peut-être, je ne sais pas, j'espère que le clip vous a permis de savoir un petit peu sur quoi on allait travailler, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle notion. Pour ceux qui ne sont pas encore venus sur le stand, d'ailleurs, je vous invite à venir. Nous avons fait un quiz cet après-midi, vous pouvez venir. Il est noté, et vous verrez si vous êtes un bon ingénieur ou pas. Ça vous permettra de voir justement s'il est important et nécessaire, et il sera forcément nécessaire, de venir à Marseille pour vous former. Alors la particularité de ce congrès, on a voulu, parce qu'un ingénieur a besoin de formation, et donc nous avons voulu, et là c'est dans le droit fil du CSN, de former les confrères au conseil. Donc nous allons décider de faire une journée entière de formation le mercredi. Alors avec que des têtes d'affiche, tous les anciens rapporteurs de synthèse des congrès ont bien voulu se prêter au jeu. Donc vous allez voir, il y a quand même du très beau monde sur évidemment les thèmes du congrès le mercredi. Alors la particularité aussi, c'est que nous essayons en ce moment de faire prendre en charge cette formation, cette journée de formation, aussi bien pour les notaires que pour vos collaborateurs, les notaires salariés et vos clercs, par les organismes de formation. Ça, c'est la petite particularité. Donc vous pourrez vous inscrire juste pour cette journée de formation, et si vous inscrivez au congrès, vous pourrez avoir un tir groupé, journée de formation, et les 2 jours qui suivent. Alors les 2 jours qui se suivent, là aussi, on a un petit peu innové, avec l'accord de David Ambrosiano, nous avons décidé de terminer le congrès avec l'intervention de David Ambrosiano et du garde des Sceaux. Parce que je ne trouve pas normal que le garde des Sceaux ne s'empare pas à chaque fois de nos travaux de congrès. Donc l'idée, c'est de lui envoyer nos propositions, puisqu'elles sont déjà pratiquement écrites. Vous êtes d'accord, hein? Et donc que le garde des Sceaux, qu'on ne connaît pas encore, réagisse dessus, réagisse bien sûr au discours de David, ça va de soi. Voilà, l'autre... après, qu'est-ce qu'il reste à vous dire sur les particularités de ces 3 jours en semaine? Ça va beaucoup plaire à nos exposants, parce qu'ils râlent un peu d'être là le week-end. Évidemment, ça va être à Marseille. Donc là, dans l'équipe, vous ne les avez pas repérés, mais vous avez 4 anciens commissaires généraux. Vous savez, c'est ceux qui s'occupent des petits fours et des soirées. Et donc, ils secondent Frédéric Strett pour vous faire des soirées. C'est vrai que la barre est haute, Olivier. Là, tu as un chapeau. Tu as fait vraiment des... On va essayer, c'est un challenge un peu compliqué, mais on va essayer de faire des soirées encore plus inoubliables pour que vous en souveniez toute votre vie. Et pour ceux qui me connaissent et qui savent mon sens de la fête, ils peuvent me faire confiance. Voilà. Alors, dernière petite chose, on pense aussi aux conjoints et aux enfants. Et donc là aussi, on va mettre en place, on va vous proposer le week-end pour faire venir vos conjoints et vos enfants des excursions à Marseille pour rester et profiter de Marseille, de cette très belle ville qui est très à la mode, semble-t-il. Voilà, écoutez,
Je pense que j'en ai fini sur cette présentation. J'ai vu que vous aviez tous déjà noté dans vos portables la date, vous savez, non, je vous ai vu pianoter et vous avez bloqué les dates du 12 au 14, donc c'est parfait. J'ai plus qu'à vous faire revenir à Nice avec Olivier. Merci Thierry. Voilà. Merci Thierry. Merci Thierry, on est impatient de vous rejoindre à Nice. J'espère bien. À Marseille surtout. À Marseille, pardon. Mais tu peux passer par Nice. On va commencer par y aller par Nice. C'est pas très loin. J'adore Nice, moi, de toute façon, mais voilà, tu passes à Nice, on se donne rendez-vous le week-end d'avant, et après, on va à Avec plaisir, Marseille. on sera là. On sera là. Et en plus, ces évolutions montrent que le congrès, il est comme le notariat, il est sans arrêt en train d'évoluer dans sa forme et dans son organisation, ce qui est très bien. Voilà. Lionel, si tu veux nous rejoindre, je voudrais remercier tous les partenaires du congrès dont les noms vont s'afficher. Je ne vais en citer aucun, comme ça m'évitera d'en oublier et de me fâcher avec ceux que j'aurais oubliés. Un petit mot pour les Master 2, et en particulier 3 Master 2 qui nous ont aidés physiquement, les étudiants nous ont aidés, ceux de Paris-Dauphine, ceux de Aix et ceux de Nice qui sont venus donner un coup de main. Également à des étudiants de l'EDEC, de l'Augmented Law Institute de la grande école de commerce de l'EDEC. D'ailleurs, je sais qu'il y a un notaire dans la salle qui est un ancien étudiant de l'EDEC, voilà, qui sont venus nous donner un coup de main. Donc un petit coucou à ces étudiants. Et aussi, vous savez qu'on avait ouvert les liens de visio à tous les Master 2 de droit notarial de toute la France, parce qu'on tenait à ce que ce congrès des notaires soit finalement aussi le congrès du notariat, et en particulier le congrès des futurs notaires ou futurs collaborateurs. Donc on voulait qu'ils puissent participer. Je les salue s'il y en a qui sont encore en ligne. Voilà, j'avais invité l'équipe à me rejoindre. Alors, vous avez déjà notre vice-président Lionel Mongeau que vous connaissez. Vous savez, moi en tant que président, j'ai régné sur le congrès, mais en fait c'est lui qui a gouverné cette équipe avec beaucoup de discrétion, de précision. Et Lionel, je t'en remercie. Le rapporteur général que vous connaissez. Alors ce rapporteur général est le fruit des amours entre John Steed, chapeau melon et bottes de cuir, et Lord Brett Sinclair, amicalement vôtre. Ce mélange lui a permis d'assurer un leadership d'élégance, de tact et de délicatesse sur toute l'équipe. Voilà. Justine, tâche de le récupérer à la fin parce que sinon d'autres vont le prendre. J'appelle le reste de l'équipe. Alors peut-être d'abord nos permanents, Elisabeth Lamblin, Barbara Simon, Nivita Bergen, Anne-Henri, si elles sont là. Les permanents de l'Association du Congrès des notaires de France. Elle porte 2 à 3 congrès en même temps. Elle porte le 117e, elle porte le 118e. Peut-être qu'elles vont commencer à porter le 119e. Voilà, c'est la colonne vertébrale de nos congrès. Vous pouvez les applaudir. Notre commissaire générale, Anne Berda. C'est elle a ouvert beaucoup de portes à Nice. Toujours de bonne humeur. Elle est toujours partout en même temps. Et sa devise est « Never complain, never explain ». Nos 2 responsables de la communication, Stéphanie Gaillard, Pascal Burgot. Alors, outre la communication, elles ont veillé à toujours repousser les orages. Bah oui, parce que sur toute aventure humaine, il peut y avoir parfois des orages qui s'approchent, mais elles les ont toujours repoussés, ces nuages. La première commission, dirigée par Rachel Dupuis-Bernard. Une main de fer dans un gant de velours, à moins que ce soit l'inverse, qui a emmené la première commission sur des territoires parfois éloignés du notariat. C'était très ambitieux, évidemment, ça a été fait avec beaucoup de talent et beaucoup de réussite. Ces 2 équipiers, qui sont... Où sont-ils? Ah oui, ils sont là. Alain Maisonnier, l'horloger de l'équipe, le Patek Philippe du notariat, précision dans la
le démontage du RGPD et de toutes ces règles extrêmement compliquées. C'était notre Gégère Lecoultre, notre Patek Philippe, je ne sais pas bien, il choisira. Hubert Létigné, le geek, il nous fallait un geek. Eh oui, parce que tout ça, on ne peut pas comprendre sur le plan juridique si on ne comprend pas sur le plan technique. Alors il était là souvent pour nous expliquer les choses. Évidemment, avec lui tout de suite, tout était beaucoup plus lumineux. Heureusement qu'on l'avait avec nous. La deuxième commission, où est-elle la deuxième commission? Cédric Pommier, il est là, Cédric. Alors là, Cédric, gentillesse, élégance, discrétion, tout ça dans un seul homme, je ne sais pas où il met tout ça, qui a dirigé la deuxième commission, Vanina Mamelli. Le caractère, l'autorité, les convictions qui lui sont données par la terre corse d'où elle nous vient. Arthur Cazalet, le notariat 5.0. Nous pensons 2021, 2022, 2023. Lui, il est déjà en 2050. La troisième commission, Xavier Ricard. Charles Aznavour, s'adressant à un jeune chanteur qui n'avait pas le trac, lui disait « Oh, le trac, t'inquiète pas, ça vient avec le talent. » Lui, il a beaucoup de trac. C'est normal, parce qu'il a beaucoup de talent. Et les deux dernières, nos deux juniors, je les invite à aller toutes les deux ensemble, Caroline Chonu, Laetitia Jossier. Toutes les deux, c'est une intelligence de nouvelle génération, très au-delà de la nôtre. Nous sommes des iPhone 2 ou 3, elles, ce sont les iPhone 14, 15. Quand on les écoute, on se dit que notre profession, finalement, a encore beaucoup de temps devant elle. Et enfin, on en a déjà beaucoup parlé, notre rapporteur de synthèse, Manuela Bourassin. Que dire qui n'ait déjà été dit? C'est la puissance intellectuelle de l'agrégé du supérieur, et donc sa capacité à la recherche, à prendre de la hauteur, mais c'est aussi, comme l'instituteur du village, sa capacité à prendre les enfants par la main et à les emmener plus loin. Et Manuela, cette alliance entre l'intelligence et la modestie, c'est la marque des grands. Voilà, à bientôt à Marseille.